Le 7 juin 1944, peu après l'aube, dans un état-major situé près de Paris, le général Léo Wonnenberg se penchait sur la grande carte étalée sur sa table d'opération. Les épingles représentant ses divisions blindées formaient un schéma qu'il avait tracé lui-même, la Panzerlehr, avançant depuis Chartres la 12e SS Panzer Division, progressant depuis Lisieux et d'autres unités blindées convergeant de toute la France. Sur le papier, tout ressemblait à un marteau prêt à s'abattre. Les Alliés avaient débarqué en Normandie à peine 24 heures plus tôt. Leurs têtes de ponte étaient encore fragiles, peu profondes, vulnérables à portée d'un coup blindé puissant. Si les panzers de Geier atteignaient la côte avant la nuit du 8 juin, ils pouvaient encore rejeter l'invasion dans la Manche. Geier se préparait à cet instant depuis 2 ans. Il commandait la plus puissante réserve blindée de l'Europe de l'Ouest. À elle seule, la Panzerlehr alignait plus de 200 chars et canons d'assaut, sans compter des centaines de half-track et de véhicules blindés. La 12e BSS ajoutait une force de frappe redoutable. Ensemble, ces divisions pouvaient écraser n'importe quelle tête de pont, à condition de se concentrer à temps. Mais avant minuit, il comprendrait que son armée de panzers était en train de mourir sur les routes de France, détruite par un ennemi pour lequel sa formation ne l'avait jamais préparé. Le général Léo von Schweppenberg commandait le Panzergruppe West, la réserve blindée stratégique du Reich en France. 40 ans de service lui avaient enseigné une règle simple: frapper, vite frapper fort, avant que l'ennemi ne se consolide. Il avait longuement étudié le problème d'une invasion. Les 48 à 72 premières heures seraient décisives. Durant cette fenêtre, une attaque blindée concentrée pouvait encore fendre les plages alliées, comme en 1940 à Dunkerque. Le matin du 7 juin, Geier avait toutes les raisons d'être confiant. La Panzerlehr et la 12e SS avançaient déjà vers la Normandie. Le marteau se levait. Ce que Geier n'avait pas encore compris, c'est que les routes elles-mêmes étaient devenues un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, ses panzers étaient déjà perdants. Les premiers rapports arrivèrent peu après 9 heures. D'abord, rien d'alarmant, quelques mentions dispersées d'attaques aériennes le long des voies d'approche, un convoi de carburant frappé près d'Alençon, une colonne retardée par des cratères au sud de Falaise, de simples frictions de guerre des contretemps normaux dans toute opération, impliquant des milliers de véhicules et des dizaines de milliers d'hommes. Le personnel de Geier consignait ses rapports et mettait à jour la carte de situation. L'ensemble restait rassurant. La Panzerlehr avançait vers sa zone de rassemblement. La 12e SS progressait vers Caen. D'autres unités étaient en mouvement à travers le réseau routier français. Le calendrier avait légèrement glissé, mais rien d'inhabituel pour une manœuvre de cette ampleur. Mais au fil de la matinée, le ton des rapports changea. Un commandant de bataillon signala que ses camions-citernes avaient été détruits par des chasseurs bombardiers près d'Argentan. Sans carburant, ces chars s'étaient réfugiés dans un verger attendant un ravitaillement qui ne viendrait peut-être jamais. Un officier transmission de la 12e SS rapporta que ces véhicules radio avaient été surpris sur une route dégagée et incendiés, 3 voitures de liaison détruites, 6 morts, le réseau régimentaire réduit au silence. À midi, les incidents isolés devinrent une véritable marée. Geier se tenait devant la table d'opération pendant que les officiers du renseignement lisaient les derniers messages. Colonne attaquée près de Thury-Harcourt, 14 véhicules détruits. Convoi de munitions frappé près de Vire-Explosion durant 20 minutes. Porte-chars intercepté sur la route de Falaise, 5 Panthers perdus, avant même d'atteindre la ligne de front.
unités médicales mitraillées près de Mortain, ambulances en flammes, blessés mourant dans les carcasses brûlées. L'officier des opérations tentait encore de conserver une vue d'ensemble. Oui, les divisions avançaient toujours. Oui, le calendrier avait dérapé. Mais une contre-attaque restait théoriquement possible. Les pertes, disait-il, demeuraient dans les limites acceptables. Guilhir écoutait en silence. Il avait combattu dans des campagnes où les attaques aériennes n'étaient qu'une gêne, jamais une catastrophe. Il avait vu la Luftwaffe dominer le ciel de Pologne et de France. Il avait observé des colonnes allemandes rouler en plein jour, protégées par des chasseurs, amis convaincus que le ciel leur appartenait. Mais les rapports continuaient d'arriver, et chaque heure assombrissait davantage la situation. Au milieu de l'après-midi, l'état-major de Guilhir identifia un schéma qu'aucun d'eux n'avait jamais affronté. Les attaques n'étaient pas aléatoires. Elles étaient méthodiques, systématiques. Toutes les grandes routes menant vers la Normandie étaient désormais sous surveillance constante. Chaque colonne qui osait se déplacer en plein jour était repérée, puis frappée en quelques minutes. L'ennemi semblait savoir exactement où se trouvaient les unités allemandes quand elles seraient vulnérables, et comment les détruire morceau par morceau. Quelque chose avait changé dans la manière de faire la guerre, et Guilhir commençait seulement à en saisir la nature. Depuis son état-major près de Paris, il ne pouvait pas voir la machine que les Alliés avaient déployée au-dessus des routes de France. En juin 1944, les forces aériennes alliées avaient atteint une ampleur et un niveau de sophistication stupéfiant. L'US 8th et la 9th Air Force, combinées à la Royal Air Force britannique, pouvaient lancer des milliers d'appareils au-dessus de la France en une seule journée. Pour stopper tout mouvement allemand, les Alliés avaient mis au point quelque chose d'inédit, un système air-sol intégré, transformant les voies de transport en zones de mort. L'arme de choix était le chasseur bombardier. Le P-47 Thunderbolt américain était un véritable monstre, 7 tonnes de moteur de blindage et d'armement capable d'emporter 900 kilos de bombes ou 8 roquettes, tout en conservant des performances suffisantes pour affronter d'autres avions. Les pilotes l'appelaient le Jug diminutif de Juggernaut. Il pouvait encaisser des dégâts qui auraient abattu des appareils plus légers. Le Hawker Typhoon britannique n'était pas moins redoutable. Armé de roquettes de 860 livres, capable de percer le blindage de la plupart des véhicules allemands, le Typhoon avait été optimisé pour frapper les colonnes blindées. Ses pilotes s'étaient entraînés pendant des mois aux attaques en piqué, apprenant à tirer leurs roquettes à l'angle exact, à l'altitude parfaite, pour maximiser la destruction, tout en réduisant leur exposition aux tirs au sol. Mais les avions n'étaient qu'un élément d'un système bien plus vaste. Des mois avant le jour J, les planificateurs alliés avaient lancé le Transportation Plan, une campagne méthodique destinée à détruire les chemins de fer, les ponts et les nœuds routiers français. En mai 1944 seulement, ils avaient largué des dizaines de milliers de tonnes de bombes sur les triages entre Paris et la Manche. Les ponts sur la Seine et la Loire avaient été systématiquement démolis. Les carrefours stratégiques avaient été bombardés encore et encore jusqu'à devenir impraticables. L'objectif était simple: lorsque viendrait l'invasion, les divisions allemandes trouveraient leurs voies ferrées brisées et leurs routes obligées de passer par des itinéraires prévisibles, des itinéraires que les Alliés pourraient surveiller et frapper avec une efficacité meurtrière. Et pour l'invasion elle-même, les Alliés avaient déployé quelque chose que Guilhir n'avait jamais affronté, un contrôle tactique en temps réel, reliant l'aviation aux forces terrestres, des radars mobiles parfois, installés sur des camions près des plages de Normandie, suivaient les mouvements aériens sur toute la zone de bataille.
des centres de contrôle au sol, coordonnaient les chasseurs bombardiers, les guidant vers des cibles signalées par des avions de reconnaissance ou par des observateurs avancés. Des officiers de liaison des forces terrestres pouvaient demander une frappe aérienne et voir des avions surgir quelques minutes plus tard. L'ensemble reposait sur un réseau radio dense et sur des procédures standardisées permettant une communication instantanée entre le ciel et le sol. Le résultat ressemblait à un organisme vivant. Une colonne allemande se mettait en route. Quelques minutes plus tard, un avion de reconnaissance ou un observateur signalait sa position. Le rapport atteignait un centre de contrôle. Les opérateurs redirigeaient alors la patrouille la plus proche. Les pilotes plongeaient du ciel, larguaient leurs bombes ou leurs roquettes, puis remontaient avant même que les Allemands puissent organiser une défense anti-aérienne. Puis un autre groupe arrivait, et un autre. Les attaques étaient incessantes, méthodiques, terriblement efficaces. Les soldats allemands qui survécurent décrivirent la sensation d'être traqués comme du gibier. Il n'y avait plus d'heures sûres, plus de routes sûres, plus de distances sûres. Le ciel avait des yeux partout, et ces yeux guidaient des armes qui frappaient sans avertissement. Le 7 juin 1944, les P-47 de la 9th Air Force effectuèrent plus de 2000 sorties en appui du débarquement. Les Typhoons de la RAF en ajoutèrent plusieurs centaines. Chaque route importante dans un rayon de 100 km autour des plages était sous patrouille continue du premier rayon de soleil jusqu'à la nuit. Les divisions de Panzer de Geier n'avançaient pas vers la bataille. Elles avançaient droit dans un piège, et les mâchoires de ce piège se refermaient d'heure en heure. À 15 heures, le 7 juin, les rapports parvenant au quartier général du Panzergruppe Ouest devinrent impossibles à ignorer. La Panzerlehr, l'unité d'élite sur laquelle Geier comptait pour mener la contre-attaque, saignait sur les routes au sud de Caïn. Le commandant de la division, le général Fritz Berlin, avait signalé que ces colonnes subissaient des attaques aériennes ininterrompues. Les camions-citernes brûlaient, les véhicules transportant des munitions, explosaient les half-tracks chargés de panzergrenadiers, étaient dispersés à travers la campagne française. Leurs équipages se cachaient dans les fossés, ou les vergers cherchant désespérément un abri contre les avions qui tournaient au-dessus d'eux. Berlin lui-même avait failli mourir ce matin-là. Sa voiture de commandement avait été mitraillée par des Thunderbolts alors qu'il traversait un tronçon de route à découvert près d'Argentan. Il ne survécut qu'en se jetant dans un fossé, tandis que les rafales de mitrailleuses dessinaient des sillons dans la terre autour de lui. Lorsqu'il se releva tremblant sous l'effet de l'adrénaline, sa voiture flambait, et 2 de ses officiers d'état-major gisaient morts. Le général censé mener la contre-attaque venait de passer 1 heure caché dans un fossé d'évacuation, comme un simple fantassin. Les chars loups, eux, survivaient, souvent aux attaques individuelles. Un Panzer IV ou un Panther pouvait encaisser les balles de mitrailleuses, et même les bombes devaient tomber très près pour détruire un véhicule aussi blindé. Mais un char ne peut pas se battre sans carburant. Il ne peut pas se battre sans munitions. Il ne peut pas se battre sans l'infanterie et l'artillerie, qui font de lui un élément d'un ensemble cohérent, capable d'attaque offensive soutenue. Et tous ces éléments de soutien étaient méthodiquement anéantis. Le journal de guerre de Berlin, retrouvé après le conflit, révèle l'ampleur du désastre. En une seule journée de marche, la Panzerlehr perdit plus de 80 véhicules sous les coups de l'aviation alliée. La plupart étaient des véhicules non blindés, transports citernes, camions de soutien. Mais parmi les pertes figuraient aussi 5 chars, détruits avant même d'avoir aperçu un ennemi au sol. Sa division était littéralement démembrée en route vers le front. La 12 Azo
SS Panzer ne s'en sortait pas mieux. Ses colonnes avançant depuis l'est vers Caen furent prises au piège sur des routes découvertes en pleine lumière de l'après-midi. Des Typhoons, armés de roquettes, fondirent sur les jeunes soldats de la division Hitlerjugend avec une précision clinique. Des vétérans qui avaient survécu à des années sur le front de l'Est se retrouvèrent impuissants face à un ennemi qu'ils ne pouvaient même pas atteindre, un ennemi venu du ciel qui frappait puis disparaissait avant que la moindre riposte soit possible. À l'état-major du Panzergruppe Ouest, l'équipe de Gueillir tentait encore de préserver un semblant d'ordre. On détourna les colonnes vers des routes secondaires, on limita les déplacements à l'aube et au crépuscule. On demanda une couverture de chasse à la Luftwaffe. Les demandes restèrent lettres mortes. La Luftwaffe, exsangue après des mois d'attrition, au-dessus du Reich, n'était plus en mesure de contester la supériorité aérienne alliée en France. Les rares chasseurs allemands qui décollaient étaient dépassés en nombre, puis abattus. Le 7 juin, la Luftwaffe effectua moins de 300 sorties au-dessus de la Normandie. Les Alliés en effectuèrent plus de 10 000. Le soir venu, Gueillir faisait face à une situation pour laquelle sa formation ne l'avait jamais préparé. Sur la carte, ses divisions se dirigeaient toujours vers la Normandie. Les flèches pointaient encore vers les plages. Mais la réalité derrière ces flèches n'était plus qu'un cauchemar, véhicules en flammes, unités dispersées, communications brisées. La contre-attaque prévue pour le 8 juin n'aurait pas lieu. Peut-être pas le 9. Peut-être jamais. Le moment de lucidité survint peu après 21 heures. Gueillir se tenait seul devant la carte d'opération. Son état-major s'affairait en silence, tentant de donner un sens au flux incessant de rapports. Le quartier général n'était animé que par le claquement des téléscripteurs et les voix étouffées des opérateurs radio. La carte montrait ce qui aurait dû se produire, des flèches convergeant vers Caen, les divisions se regroupant pour l'assaut décisif, le point blindé prêt à frapper. Mais Gueillir avait passé la journée à lire les rapports de pertes, les bilans logistiques et les messages de plus en plus alarmés de ses commandants. Il savait ce que cette carte masquait. La Panzerlehr avait peut-être perdu 30% de ses véhicules de transport en une seule journée. Les camions-citernes encore en état étaient presque à sec, et les convois de ravitaillement étaient détruits plus vite qu'on ne pouvait les organiser. La 12e SS approchait de Caen, mais dispersait sur des kilomètres, ses réserves de carburant épuisées, ses communications coupées. D'autres divisions étaient encore à plusieurs jours, avançant péniblement sur des voies ferrées détruites et des routes criblées de cratères. Le choc blindé concentré qu'il avait imaginé n'était plus qu'un rêve. Les divisions atteindraient peut-être la ligne de front, mais en ordre dispersé, exténué, sous-doté presque à court de carburant et de munitions. Elles seraient engagées, morceau par morceau, comme renfort, non comme une masse de manœuvres, et les Alliés, eux, débarquaient chaque heure de nouveaux hommes, de nouveaux chars, plus d'artillerie, plus de tout. Lorsque les panzers de Gueillir auraient enfin été en mesure de se regrouper pour une attaque coordonnée, la tête de pont alliée serait déjà devenue trop solide pour être brisée. Gueillir avait passé toute sa carrière à étudier la guerre blindée. Il comprenait les mathématiques de la concentration, la physique de la percée, la logistique de l'exploitation. Il maîtrisait l'art de déplacer de vastes formations à travers un territoire hostile pour porter un coup décisif, mais jamais il n'avait affronté un ennemi capable de voir chaque mouvement, de frapper chaque colonne. Jamais il n'avait combattu une guerre où les routes elles-mêmes étaient le champ de bataille, où la marche d'approche était la bataille, où les formations étaient détruites
avant même de pouvoir se déployer. Il comprit alors que la guerre pour laquelle il s'était entraîné, la guerre de char contre char, de manœuvres de percées blindées massives, était terminée. Une nouvelle forme de guerre avait émergé, une guerre de systèmes, de réseaux et d'informations. Une guerre où celui qui contrôlait le ciel contrôlait tout ce qui se trouvait en dessous. L'Allemagne avait perdu cette guerre avant même que le premier Panzer ne roule vers la Normandie. Goehr continua d'émettre des ordres. Il continua de coordonner les mouvements, de répartir les ressources. Il fit son devoir comme toujours. Mais quelque part, dans le silence de cette nuit de juin, il cessa de croire que ces panzers repousseraient les Alliés à la mer. Les chiffres ne le permettaient plus. Les jours qui suivirent confirmèrent ce que Goehr avait compris. Dans la nuit du 7 juin, ces divisions blindées atteignirent finalement le front normand. La Panzerlehr affronta les Britanniques autour de Tilly-sur-Seulles. La 12e SS y combattit farouchement près de Caen, gagnant une réputation redoutable de ténacité et de compétence qui impressionna même ses adversaires. Les combats de chars produisirent parfois des succès tactiques. Nombre de tankistes allemands vétérans du front de l'Est se battirent avec une compétence et une détermination certaines. Mais le moment stratégique était passé. Le 9 juin, plus de 300 000 soldats alliés étaient à terre. Le 12 juin, ce chiffre dépassait 400 000 avec chars, artillerie, munitions et carburant débarquant en quantité qui dépassait de loin les capacités logistiques allemandes. La tête de pont, qui aurait pu être vulnérable le 7 juin, était devenue une forteresse imprenable dès le 10. La contre-attaque que Goehr avait conçue ne fut jamais lancée. Ses divisions furent engagées défensivement, tentant de freiner un ennemi dont la puissance augmentait chaque jour, tandis que la force allemande se vidait lentement. Le 10 juin, 3 jours après le débarquement, les Alliés localisèrent le quartier général de Goehr près du village de Laon, au sud-ouest de Caen. Les renseignements provenant de la reconnaissance aérienne d'interceptions radio et de rapports de la résistance avaient identifié la concentration de véhicules et d'équipements. Peu avant 19 heures, une force de Typhoons, de la RAF et de bombardiers moyens frappa le complexe. Les bombes et les roquettes ravagèrent la zone. Des officiers furent tués à leur bureau. Les communications furent anéanties. Les cartes et les plans furent dispersés ou brûlés. Goehr lui-même fut grièvement blessé par des éclats atteints, alors qu'il tentait de se mettre à l'abri. L'attaque de Laon réduisit le Panzergruppe Ouest à néant en tant que quartier général opérationnel. Le commandement des forces blindées allemandes en Normandie se retrouva improvisé, fragmenté. Goehr fut évacué vers un hôpital à l'arrière, puis finalement relevé de son commandement. Dans ses écrits d'après-guerre, Goehr revint longuement sur ces événements. Il ne blâma ni son état-major ni ses soldats. Il n'affirma pas que de meilleures tactiques ou un mouvement plus précoce auraient changé le destin de la campagne. Il se blâma lui-même et tous les commandants allemands pour ne pas avoir compris à quel point la nature de la guerre avait été transformée. La bataille décisive, écrivit-il, ne s'était pas jouée sur les plages. Elle s'était jouée sur les routes, menant aux plages là où la puissance aérienne alliée avait détruit la dernière chance de l'Allemagne de concentrer suffisamment de force pour peser sur le sort de l'invasion. La bataille de Normandie se poursuivit encore 2 mois. Les forces allemandes se battirent pour chaque haie, chaque village, chaque carrefour. Les divisions de Panzer déjà décimées sur les routes le 7 juin continuèrent de résister avec détermination et compétence. Elles infligèrent de lourdes pertes aux forces alliées, contestèrent
chaque avancée et transformèrent la libération de la France en une lutte longue, sanglante, éreintante, qui coûta des dizaines de milliers de vies des deux côtés. Mais rien de cela ne changea l'équation fondamentale fixée dès les premières 24 heures. Les Allemands menaient désormais une campagne défensive, échangeant du terrain contre du temps, perdant une force qu'ils ne pouvaient plus remplacer. L'initiative avait basculé du côté allié et ne reviendrait jamais. La fenêtre qui aurait permis de renverser l'invasion s'était refermée avant même la fin du 7 juin. Lorsque l'on se demande ce qui a réellement décidé du destin du jour J, la réponse se trouve peut-être moins dans le drame d'Omaha Beach que dans les colonnes en flammes dispersées à travers la campagne française. Les soldats alliés qui ont pris d'assaut les plages méritent pleinement leur place dans l'histoire, mais tout autant que les pilotes, les contrôleurs aériens, les opérateurs, radars et les logisticiens qui ont construit le système ayant détruit la réserve blindée allemande avant même qu'elle ne puisse combattre. En 1940, les panzers allemands avaient traversé la France en vaste formation rapide, tandis que le ciel demeurait, sinon, ami du moins disputé. La Luftwaffe couvrait leur progression, mitraillant les positions ennemies, maintenant les avions alliés à distance des routes et des voies ferrées vitales. En 1944, l'Allemagne tenta de répéter ce miracle, mais dans des conditions complètement différentes. Les routes qui avaient autrefois été des autoroutes vers la victoire étaient devenues des couloirs de mort. La concentration des forces, jadis la clé de la percée, était devenue impossible sous le regard constant de la reconnaissance alliée. Les systèmes vainquirent le courage, les mathématiques vainquirent la volonté. Et le général qui avait passé 24 heures à regarder son armée de panzers mourir sur les routes de France apprit une leçon qui allait définir la guerre pour des générations. Contrôlez le ciel et vous contrôlerez tout ce qui se trouve en dessous. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a apporté quelque chose, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous nous consacrons à vous faire découvrir les récits oubliés et les vérités nuancées de la Seconde Guerre mondiale, celles qui méritent d'être rappelées.